Eh bien, merci à tous de nous rejoindre pour ceux qui sont intéressés par la thématique de cette deuxième table ronde qui a donc pour sujet recruter et fidéliser son personnel. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive, mais on va démarrer, ça va les faire venir. Pour nous accompagner autour de cette table ronde, j'accueille Nicolas de Bronac. Je te laisse te présenter en une petite minute. Bonjour Sandra, merci. Nicolas de Bronac, moi je suis le fondateur de Sequoia Pressing qu'on a monté en 2008. Et aujourd'hui on a 70 boutiques, une quinzaine en propre sur Paris et 55 en franchise un peu partout en France et dans quelques pays à l'étranger maintenant. Ainsi que Gilles Mel. Bonjour, Gilles Mel, je suis le fondateur du cabinet de recrutement Précision RH, basé à Dijon mais intervenant sur l'ensemble de la France. Avec une particularité, je suis spécialisé dans le recrutement du milieu de la blanchisserie industrielle. Voilà, donc deux experts pour nous accompagner autour de ce sujet. On va poser un peu le décor. Hein. Je pense que tout le monde conviendra qu'on est sur des secteurs, la blanchisserie, le pressing, la laverie pour ceux qui emploient beaucoup de personnel, il y en a. On est sur des métiers qui sont en tension. Ce n'est absolument pas nouveau. C'est pas le seul secteur d'activité, on le sait. Mais aujourd'hui, vous faites clairement face à de grosses difficultés de recrutement et de fidélisation de votre personnel. Donc, je ne vais pas revenir dans cette table ronde sur la problématique de l'image de cette profession, sujet que j'ai déjà largement couvert à d'autres occasions. Et qui bien sûr peut avoir un effet, un impact sur cette problématique, mais plutôt sur essayer de comprendre en fait aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est si difficile de recruter, de fidéliser son personnel sur ces secteurs d'activité et quelles actions est-ce que vous pouvez mettre en place pour tenter de remédier à ce phénomène. Voilà. Donc je vais donner la parole à mes deux experts et avec une première question, je voudrais d'abord revenir sur le nouveau contexte RH. Nouveau, je vais mettre des petits guillemets parce que ça fait déjà quelques temps, mais le nouveau contexte RH du secteur, donc la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi les nouveaux usages, et notamment le fait que ça devient difficile de recruter parce qu'aujourd'hui, avant même de venir postuler chez vous, eh bien, un potentiel collaborateur va faire de vraies recherches sur Google, pour ne pas le citer, afin d'évaluer votre entreprise et savoir si, oui, finalement, éventuellement, peut-être que je vais bien envoyer mon CV. Je vais donner la parole à Gilles pour démarrer. Merci Sandra. Alors, avant tout, je voudrais quand même reposer les choses. Aujourd'hui, on parle de grandes démissions en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le taux de démission est à peu près de 2,8%, ce qui équivaut à peu près au taux de démission qu'on avait en 2008. Donc la première chose, il faut se rassurer, il n'y a pas de grandes démissions en France, ça n'existe pas. En tout cas, pas pour l'instant, ça viendra peut-être après. Une chose importante dans le milieu du recrutement, il faut savoir aussi aujourd'hui que 40% des collaborateurs qui intègrent vos entreprises ont un risque de la quitter avant la fin de la première année. Pourquoi ? Parce qu'il y a différentes problématiques, des projets dans lesquels ils ne s'inscrivent pas, des problématiques liées à l'accompagnement et à l'intégration des collaborateurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles pratiques dans le milieu du recrutement, et principalement au niveau des candidats, qui font beaucoup de recherches sur les entreprises sur Internet, et n'hésitent pas aussi à contacter vos collaborateurs pour savoir ce qui se passe en interne. Et effectivement, ça peut avoir un impact ou positif ou négatif sur la communication que vous faites, sur ce que vous mettez en avant de vos entreprises sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un facteur important aujourd'hui dans le terme du recrutement. Nicolas, tu veux réagir là-dessus ? Dans le cadre du recrutement, la chose la plus importante, c'est effectivement de travailler sur son image. Pourquoi ? Parce que si on a un pressing qui est en mauvais état, qui est sale, qui a des machines qui ne fonctionnent pas, le candidat qui va venir, il va repartir avant même d'avoir commencé à faire autre chose. Donc il faut commencer par avoir un outil de travail qui soit propre, c'est un atelier, il faut que ça soit nickel. Et ensuite seulement, on peut se lancer dans une démarche de recrutement. On pourrait aussi parler du fait que... on va parler de la formation, parce que c'est important, la formation, mais aussi de l'importance, je crois, aujourd'hui, de recruter plutôt des potentiels au lieu de compétences. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Alors de toute façon, il n'y a plus de compétences disponibles. On est sur un métier où quand on dit on cherche quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, qui est malléable, qui est mobile géographiquement, on peut faire toutes les annonces du monde, il n'y aura jamais un candidat. Donc on est obligé d'aller prendre des personnes qui ne sont pas du secteur d'activité et qu'on va former de A à Z. Alors effectivement, aujourd'hui, comme le souligne justement Nicolas,
il faut aller chercher des candidats dans d'autres domaines d'activité. Il ne faut pas hésiter à les accompagner, à les former, travailler sur votre intégration, travailler sur votre marque employeur, ce qui fera venir les candidats et surtout les jeunes candidats. Ça, c'est un point important. L'accompagnement, l'intégration et la formation de vos candidats est importante car elle permet effectivement d'aller chercher des ressources dans d'autres domaines d'activité. La formation, j'y reviens. Nicolas, chez toi, comment est-ce que tu procèdes pour faire valoir finalement cette possibilité de recruter quelqu'un qui n'y connaît strictement rien, mais lui dire ne soyez pas inquiets, on va s'occuper de votre formation. Alors ça, c'est ce qu'on fait au quotidien depuis plusieurs années, parce que nous, on est centre de formation agréé depuis 2018, je crois, ça fait 4 ans maintenant. Et avant de se mettre à recruter, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Ça ne sert à rien de passer des annonces pour savoir si on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Soit c'est uniquement pour remplacer un départ en retraite parce qu'on veut stabiliser son activité, soit si on a des velléités de développement, il faut s'y préparer longtemps à l'avance parce que des collaborateurs de qualité, ça ne va pas se trouver sur le sabot d'un cheval. Donc pour commencer, avant de former les candidats, il faut les trouver. Donc pour les trouver, soit on passe par un cabinet de recrutement qui peuvent être pourvoyeurs de profils de qualité, soit on va les chercher là où ils sont, c'est-à-dire au Pôle emploi. Pour la plupart d'entre eux, on fait des POI, des AFPR, on fait des speed dating dans les différents centres de Pôle emploi pour essayer de trouver des collaborateurs. Et on a même mis en place cette année, en début d'année, un partenariat avec une association qui s'appelle la Mie-de-Pain, qui est une grosse asso de réinsertion de personnes qui ont carrément un parcours de rue. Donc on est obligé de faire tout ce qu'on peut déjà pour aller puiser à la source, pour avoir des personnes qui sont sérieuses, motivées, honnêtes, travailleurs, qui n'y connaissent absolument rien dans le métier du pressing. Mais déjà que la première étape est franchie, on va pouvoir passer à la seconde. La seconde, nous on fait des formations qui durent en général 450 heures, c'est le format classique de l'AFPR de Pôle emploi. 350 heures, pardon. Qui dure quand même 2 mois et demi, sur lesquels on va leur apprendre tous les compartiments du jeu. Comme la plupart des pressings, d'ailleurs, on va privilégier des profils qui sont tout postes, qui sont polyvalents. Il n'y a plus beaucoup de pressing qui recrutent des personnes que à l'accueil ou que à la table à repasser, donc il faut trouver des personnes qui soient polyvalentes. Donc on va leur apprendre le métier, on va leur faire découvrir déjà pendant une semaine où ils vont toucher à rien, ils vont regarder, parce que ça ne sert à rien qu'on perde du temps avec quelqu'un qui au bout de 3 jours va nous dire ça ne m'intéresse pas, les vêtements sales ça me dégoûte, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça. On laisse à la personne le soin pendant une semaine d'immersion de regarder ce qui se passe pour savoir si ça va lui plaire. Et nous, on les fait passer une journée par boutique différente. Ils font 5 boutiques différentes en une semaine. Et déjà, ça permet de poser le cadre. Et ensuite, on va les former sur tous les compartiments du jeu. Une semaine de repassage, une semaine de détachage, une semaine d'accueil, une semaine d'organisation, etc. pour qu'à la fin des 2 mois et demi, ils soient polyvalents. Et ce qui est important pour tous nos futurs collaborateurs, c'est qu'ils se sentent déjà bien, qu'ils se sentent intégrés, parce qu'il faut qu'ils aient envie de faire ce pourquoi ils sont là. Le but, comme ça nous coûte cher et que ça nous prend du temps, si au bout des 2 mois et demi, il y en a 3 sur 4 qui nous plantent, on ne peut pas se le permettre. Donc il faut qu'il y en ait un maximum qui reste. Et du coup, en fonction des profils qu'ils ont, on va leur dire assez rapidement déjà quel est le statut de l'entreprise, comment est-ce qu'on évolue. On a de la chance, on ouvre des nouvelles boutiques, donc il y a des postes de responsables de secteur qui sont disponibles, donc les collaborateurs peuvent évoluer. Mais c'est très important qu'ils se sentent bien aujourd'hui. Et qu'ils se sentent bien, ce n'est pas uniquement le salaire, c'est aussi l'outil de travail, comme ce qu'on a dit au début. On va y venir tout à l'heure, on va en reparler. Gilles, question pour toi sur le secteur de la blanchisserie industrielle. Comment est-ce que toi tu identifies le vivier dont parlait Nicolas justement de potentiel ? Alors, le vivier est identifié déjà par le besoin et par l'audit que je fais au sein de l'entreprise, qui est pour moi la première phase et la phase la plus importante de compréhension du besoin. Aujourd'hui, une simple diffusion d'une définition de poste ne suffit plus à recruter. Aujourd'hui, il y a vraiment besoin d'expliquer précisément au candidat ce qu'il attend, quel type de poste, dans quelle entreprise, quelles sont les valeurs de l'entreprise, est-ce que l'entreprise aujourd'hui a une démarche RSE, est-ce qu'elle parle de QVTC, voilà. Donc il faut aller dans un premier temps préciser et expliquer au candidat que potentiellement on identifie ce qu'il attend, et ensuite les recherches se font soit au travers des réseaux sociaux, soit au travers des différents job boards auxquels on a accès, ou par le réseau professionnel, puisque moi j'ai moi-même évolué pendant quelques années au sein de la blanchisserie industrielle, donc j'ai un réseau professionnel qui me permet aussi d'aller chercher des candidats. On peut identifier des leviers de bon sens. Nicolas, tu en as parlé. Bon, il y a la formation, ça c'est un fait. La qualité de l'environnement du travail, Gilles.
Alors oui, la qualité de l'environnement du travail est importante aujourd'hui pour le candidat. Et encore plus pour les jeunes candidats qui arrivent sur le marché du travail, qui sont très regardants à ce que l'entreprise met en avant, et je le disais en termes d'action RSE, que ce soit environnemental. Et aujourd'hui, dans la blanchisserie industrielle, je pense qu'on peut largement mettre en avant toutes les actions environnementales qui peuvent être engagées au sein de vos entreprises. C'est ce qui permet effectivement de séduire les futurs candidats et de les intéresser à l'activité de la blanchisserie. Quels sont les métiers les plus en tension en blanchisserie industrielle actuellement, au sein d'une blanchisserie d'une unité? Alors, aujourd'hui, si on parle de blanchisserie industrielle, on va être surtout sur des métiers techniques, de la production, de la maintenance. Ce sont essentiellement aujourd'hui les postes sur lesquels on est le plus en tension. Et la livraison? Et la livraison, oui, bien sûr. Effectivement. Certes, on a dit que le salaire ne fait pas tout, mais malgré tout, est-ce que ce ne serait pas aussi un des leviers de bon sens assez évident à identifier et donc sur lequel travailler? Et comment s'y prendre, parce que... Alors, effectivement, aujourd'hui, le salaire est un des points qui est revenu en tête de liste dans les recherches des candidats. Il y a quelques années, le salaire était en 4e ou 5e position. Aujourd'hui, si vous prenez la dernière étude faite par l'APEC, alors sur les postes de cadre, aujourd'hui, le salaire est revenu en tête de liste. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'offres et peu de candidats. Donc forcément, les candidats renégocient leur salaire à la hausse, voire même utilisent les postes qui leur sont proposés pour réétudier leur salaire au sein des entreprises dans lesquelles ils sont. Alors comment faire? Encore une fois, proposer des actions, valoriser votre entreprise, proposer aux candidats tous les services que vous pouvez proposer et autres leviers sociaux que vous pouvez mettre en avant. Nicolas, je rebondis aussi là-dessus. Tu parlais tout à l'heure de la polyvalence des postes. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème en vérité? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux revenir à des postes bien dédiés, des postes clés, un poste de responsable de magasin, quelqu'un qui est au détachage, quelqu'un qui est au repassage, et répartir ainsi pour quelque part donner une vraie expertise et non plus peut-être se perdre dans cette polyvalence où peut-être il y a une perte de sens finalement pour le collaborateur? Alors là, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, pour la simple et bonne raison, c'est que de vécu, l'immense majorité des candidats qu'on a avaient un poste avant qui était rébarbatif, qui était tous les jours la même chose. Et ils nous disent tous, moi, je ne veux plus faire tous les jours la même chose. Donc, et ça nous intéresse plus de prendre quelqu'un qui a envie justement de grandir. Et là où il ne faut pas hésiter, quand on a un candidat, c'est de vendre la profession. Pourquoi est-ce qu'il y a peu de candidats aujourd'hui dans le pressing? C'est qu'il y a une image générique des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, en disant c'est un travail chiant, c'est pas agréable, c'est du linge sale, alors que c'est un métier passionnant. C'est un métier qui est complet. Il y a de l'accueil, il y a de la vente, il y a du service, il y a du savoir-faire, il y a de la technicité, il y a de l'artisanat. Et il n'y a pas beaucoup de métiers qui sont absolument complets et qui permettent à une personne qui a bac-5 parfois de pouvoir vraiment avoir un environnement complet. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le dire parce que c'est une grosse valeur de notre métier et personne ne le dit assez. Gilles, tu veux rebondir ou pas là-dessus? L'image. Alors après, je peux faire un pont avec... on a parlé tout à l'heure, on a touché du doigt la marque employeur. Ça, c'est un vrai sujet. Ça fait partie de la RSE, du volet RSE d'une entreprise. Mais la marque employeur, il y a ce qu'on veut en faire, ce qu'on en fait et concrètement, ce qui en ressort. C'est quelque chose qui est assez facilement galvaudé, je trouve. Alors effectivement, la marque employeur, on en parle de plus en plus. C'est effectivement quelque chose sur lequel il faut travailler aujourd'hui. La marque employeur est un vrai sujet qui se travaille avec ses collaborateurs, qui se prépare pour mettre en avant vos actions, les actions de l'entreprise, pour mettre en avant votre entreprise. Alors ça, c'est important parce que, encore plus aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui, les candidats n'hésitent pas à aller voir sur les réseaux sociaux, sur les sites Internet, sur votre site Internet, sur Google, les avis qui peuvent être laissés. Autant par vos clients, mais aussi par vos anciens collaborateurs et collaborateurs. Et quelque part, il faut aussi essayer de plébisciter, que ce soit les clients, que ce soit les collaborateurs, à laisser des avis positifs. Cette marque employeur aujourd'hui est primordiale et il faut vraiment, vraiment la mettre en avant. Alors comment est-ce Nicolas, tu as travaillé toi sur ce volet ? Nous, on travaille beaucoup évidemment chez nous sur ce volet parce que le fait d'être une enseigne nationale nous permet aussi d'avoir des candidats peut-être un peu moins difficilement que ceux qui sont tout seuls dans une ville déjà pour commencer, parce qu'on a plus de visibilité du coup.
Et quand on fait des émissions de télé, de radio, etc., on a toujours, ça suscite des vocations à chaque fois. On reçoit des CV, on reçoit des candidats. Donc ça, c'est plutôt positif pour le secteur. Et on a beaucoup de candidats qui arrivent, qui sont des amis, des proches, des collaborateurs déjà de l'entreprise aussi, parce qu'ils s'y sentent bien. On essaye de faire en sorte qu'ils s'y sentent le mieux possible. Et du coup, ils conseillent à leur entourage. Et ça arrive de plus en plus souvent aujourd'hui. Quand quelqu'un cherche un métier, il a envie d'être rassuré. Alors même si le salaire revient maintenant aujourd'hui en première ligne, mais il a toujours peur, soit de changer d'activité s'il en avait déjà une, et de perdre son ancienneté, soit de prendre un nouveau métier alors qu'il était spécialisé dans un autre secteur d'activité. Donc le fait d'être rassuré aussi par quelqu'un qui connaît, qui est déjà dans l'entreprise, ça c'est un gros point positif aujourd'hui. Il y a un point aujourd'hui qui est, je dirais, qui n'est pas assez mis en avant pour les entreprises, c'est la cooptation. Il ne faut pas hésiter à faire parler par vos collaborateurs de votre entreprise pour travailler la cooptation. Trop peu de collaborateurs aujourd'hui parlent de leur entreprise, parlent dans leur cercle familial, en parlent dans leur cercle professionnel ou d'amis. C'est vraiment aujourd'hui une source, je dirais, de recrutement qu'il faut utiliser. C'est ça, on parlait tout à l'heure des viviers que toi tu identifies, et donc c'en est un. D'accord. Et comment est-ce que tu peux stimuler alors cette cooptation ? Je dirais il faut plutôt poser la question à Nicolas. Comment aujourd'hui, effectivement, les gens d'entreprise peuvent stimuler cette cooptation ? Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui sont des grosses boîtes. Tous les gros cabinets de consultants internationaux, par exemple, rémunèrent chaque collaborateur qui fait venir quelqu'un dans l'entreprise. Même chez Ernst, Accenture, ils ont du mal à recruter des bacs plus 5 parce que les gens ne veulent plus faire ces métiers-là qui sont compliqués. Et du coup, ils rémunèrent. Et nous, on le fait depuis 15 ans déjà, depuis la première fois. À chaque fois qu'il y a un collaborateur qui nous présente quelqu'un de qualité, dès qu'on l'a pris en CDI, qu'il a passé sa période d'essai, on leur donne une prime. Tout simplement. Ok. Bon, c'est quelque chose dont on parle peu, très peu finalement, alors que c'est un vrai levier. Après, la carotte, ça reste l'argent, on est d'accord. Oui, mais ça permet d'encourager nos collaborateurs à parler aussi de leur métier autour d'eux, donc c'est pas si mal. Et la prime n'est pas monstrueuse, mais c'est un petit plus. Gilles, tu allais ajouter quelque chose ? Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Nicolas. La cooptation doit se faire au sein de l'entreprise. Après, si effectivement il y a une démarche de rémunération de primes qui est versée aux collaborateurs pour avoir coopté un ami ou une connaissance, c'est effectivement un plus qui lui permettra effectivement de mettre en avant les personnes. On a parlé tout à l'heure rapidement de la qualité de l'environnement de travail. Quels sont les progrès aujourd'hui qui ont été faits, que ce soit en blanchisserie industrielle comme au sein d'un pressing, pour faire en sorte, et je ne veux pas parler de l'image trop, mais pour faire en sorte qu'un collaborateur s'y sente mieux et puisse s'y épanouir. Si on parle par exemple TMS, mais c'est un exemple. Alors dans le milieu de la blanchisserie industrielle, on a travaillé énormément ces dernières années sur l'ergonomie au poste, puisqu'on est sur des unités de production qui sont très automatisées. Donc l'ergonomie au poste est un des leviers effectivement pour travailler sur la qualité de vie au travail, que ce soit au sein des ateliers de production, mais aussi dans les bureaux, que ce soit pour les services commerciaux, que ce soit pour le service clientèle, les services administratifs. L'ergonomie au poste se travaille à tout niveau. Ça se travaille évidemment à tout niveau. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher des caisses régionales d'assurance maladie qui ont aussi des experts qui peuvent vous aider chacun à mettre en place des postes de travail qui soient effectifs. Ils font ça gratuitement, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Il y a trop peu de personnes qui le font. Et pour vous rassurer, on a moins de difficultés aujourd'hui dans nos pressings que dans les blanchisseries industrielles pour trouver des collaborateurs. Pour ne pas le citer, mais le leader mondial de la blanchisserie refuse tout nouveau client aujourd'hui à Paris parce qu'ils n'ont plus assez de collaborateurs dans leurs usines, pour la simple et bonne raison qu'eux ont pas mal de démissions parce qu'ils sont dans des usines qui sont loin des transports en commun sur lesquels il faut venir en voiture. Et vu le prix de l'essence aujourd'hui, des collaborateurs qui sont payés à peine mieux que le SMIC et qui sont obligés de faire un nombre de kilomètres important matin et soir avec leur véhicule, ça les décourage. Et on reçoit beaucoup de CV aujourd'hui de blanchisserie industrielle, de personnes qui veulent à la fois améliorer leur cadre de vie, avoir quelque chose de plus polyvalent et qui puissent faire dans une démarche de transport en commun. D'accord. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est une vraie demande des candidats. La qualité de vie, le rapport vie professionnelle, vie personnelle. Aujourd'hui, très peu de candidats, et principalement dans les fonctions cadres, sont mobiles, sont prêts à traverser toute la France, comme on pouvait l'avoir il y a de ça quelques années. Aujourd'hui, globalement, un cadre, lorsqu'il cherche un emploi, le cherche à peu près une heure et demie autour de chez lui, maximum.
Il y a très peu de mobilité. Les gens veulent pouvoir profiter de leur vie personnelle. Cette crise Covid, effectivement, a révélé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, les candidats ne sont plus prêts à faire les mêmes concessions qu'il y a quelques années. Alors justement, c'est en droite ligne avec la question que je m'étais notée. Tu parlais tout à l'heure, Gilles, de la fiche de description des postes. Comment est-ce qu'un blanchisseur industriel ou un exploitant de pressing peut aujourd'hui créer une fiche de poste dans laquelle il va réussir à donner du sens, et ce fameux sens qui est recherché par tous ses collaborateurs potentiels? Alors, dans la fiche de poste, ça ne sera pas possible. Aujourd'hui, une fiche de poste reste une fiche de poste. La seule chose aujourd'hui, comme je le disais, c'est qu'une fiche de poste publiée sur les réseaux sociaux, publiée sur les job boards, ne suffit plus à séduire des candidats. Aujourd'hui, c'est l'approche du candidat qui est faite soit par les services RH, soit par des cabinets de recrutement auprès des candidats, et la compréhension du besoin qui va séduire les candidats à venir ou pas dans l'entreprise. La fiche de poste ne suffit plus aujourd'hui. Il faut vraiment mettre en avant l'entreprise, mettre en avant le poste, mettre en avant les projets de l'entreprise, qui soient d'ordre environnemental, qui soient d'ordre sociétal. Il faut parler avec les candidats du poste qu'on propose. Mais alors, par quel biais est-ce que tu passes dans ce cas, si tu ne peux pas te contenter de publier une offre d'emploi? Alors, moi, je fais essentiellement de l'approche directe. Je fais très peu de diffusion d'annonces, parce que pour moi, la diffusion d'annonces est quelque part, même si aujourd'hui ça reste un des vecteurs principaux en termes de recrutement, aujourd'hui pour moi l'approche directe est beaucoup plus qualitative auprès des candidats, parce que dès le départ je leur explique le poste, je leur envoie des liens qui leur permettent de se renseigner sur l'entreprise, et effectivement l'audit préalable que je fais de l'entreprise permet effectivement de vérifier si ce que l'entreprise affiche sur les réseaux sociaux et la réalité au sein de l'entreprise, en discutant avec les collaborateurs, en discutant avec le dirigeant. Et ça permet effectivement de rassurer le candidat et de lui permettre d'aller jusqu'au bout du process de recrutement, parce que bien souvent des candidats entament un processus de recrutement, et une fois qu'ils découvrent la réalité des choses par les réseaux sociaux, par les outils Internet, disparaissent. Ce qu'on appelle aujourd'hui le ghosting dans le milieu du recrutement. Des candidats disparaissent, voire certains candidats disparaissent alors même qu'ils ont signé leur offre de contrat. Est-ce que cette approche directe s'applique aussi bien à des cadres qu'à des opérateurs? Alors, il s'approche effectivement beaucoup plus à des cadres qu'à des opérateurs. Après, les moyens de recrutement des opérateurs restent, comme le souligne Nicolas, essentiellement des acteurs comme Pôle emploi, les associations ou les éventuels speed meetings qu'on peut faire en regroupant différentes associations. Donc en fait, l'idée, Nicolas, comment tu t'y prends, toi? Tu fais ça en direct, ou tu passes par des organismes, par exemple pour le speed dating? Alors pour le speed dating, le job dating, je crois, on dit. Pour le job dating, pas du speed dating, Sandra. On passe en général par le Pôle emploi. Donc par contre, il faut se battre auprès de chacun des pôles emploi de chaque SIRET, donc de chaque établissement. C'est pas au niveau du siège que ça se passe au niveau de chaque établissement. Et il faut harceler les personnes pour qu'ils organisent un job dating. Et là, il faut se déplacer, il faut arriver avec une présentation, il faut savoir de quoi on parle, il faut donner envie aux candidats qui n'ont, pour la plupart d'entre eux, jamais mis les pieds dans un pressing, ni comme client, ni comme salarié. Donc, ils ne savent absolument pas de quoi on parle. Donc, c'est pour ça qu'il faut être sûr, ce que je disais tout à l'heure, de là où on va. Ce qu'expliquait Gilles, c'est qu'il faut avoir une stratégie. On ne peut pas dire... Si on se pointe en disant il y a mes 2 collaboratrices qui ont démissionné, je cherche quelqu'un en urgence demain matin, il n'y a personne qui va venir. Ils vont se dire c'est le foutoir, ça ne marche pas. Il faut s'organiser, c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire, mais il faut s'organiser en amont, il faut essayer de savoir quels seront les besoins dans les années à venir pour recruter en amont. Le recrutement, ça a un coût, la formation, ça a un coût, la croissance, ça a un coût aussi, mais il faut se sacrifier un petit peu pour être sûr d'assurer la pérennité pour demain, quoi. Ok. Gilles, est-ce que tu saurais comme ça, là, nous livrer quelques conseils? Quelques conseils en termes de recrutement? Exactement, et de fidélisation, parce qu'on a parlé beaucoup du recrutement, un peu moins de la fidélisation. Alors, savoir mettre son entreprise en avant, n'hésitez pas à communiquer sur votre entreprise. Internet est là aujourd'hui pour ça, que ce soit par des actions que vous menez, que ce soit par des vidéos. Les réseaux sociaux aujourd'hui marchent très bien. Regardez des exemples comme l'armée de terre. Aujourd'hui, l'armée de terre utilise TikTok pour recruter. Donc il y a des nouveaux moyens de communication qu'il faut utiliser ou qu'il faudra utiliser demain
pour recruter les futurs candidats, surtout la jeune génération qui est très à l'écoute et qui utilise beaucoup ces moyens et ces canaux de communication, que ce soit Facebook, que ce soit Snapchat, que ce soit TikTok. Aujourd'hui, ce sont les moyens de recrutement. Ça fait partie des moyens de recrutement de demain. Après, fidéliser ce travail dès l'intégration. Aujourd'hui, nous, on accompagne les entreprises qui le souhaitent sur l'intégration, la montée en compétences et la formation de leurs futurs collaborateurs. Et ça commence par ça, la fidélisation, de proposer un vrai parcours d'intégration à son candidat et non pas simplement un simple café autour de la machine et une affiche qui annonce l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Il faut vraiment travailler sur son parcours d'intégration, pouvoir proposer un vrai plan de carrière à son collaborateur, ne pas hésiter à travailler l'expérience collaborateur, donc ce que fait Nicolas, en intronisant les personnes au sein des pressings sans même leur donner de tâches et leur faire découvrir le métier. Donc ça, ce sont effectivement des leviers pour réussir à fidéliser les candidats. Et pour trouver des collaborateurs aussi, on travaille de plus en plus directement avec les mairies, avec les services sociaux des mairies. Ça, personne ne le sait, mais il y a toujours énormément de problématiques dans chacune des villes. Et parfois, des gens ont des problèmes dans tous les sens, uniquement parce qu'ils n'ont pas de boulot. Et quand on va voir la mairie et qu'on leur dit, nous, on prend des personnes qui ont Bac-5, on les forme de A à Z, on leur offre un CDI, et ben, comme par hasard, par miracle, tout de suite, ben, ils nous trouvent des personnes. Il y en a qui ne sont pas bien, mais il y en a là-dedans qui sont super. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à aller les voir. Et on travaille de plus en plus avec des associations de personnes qui ont un handicap. Et il y a un taux d'inactivité chez les personnes qui ont un handicap en France qui est absolument considérable. Et il n'y a pas que des personnes en fauteuil, évidemment, qui sont compliquées à embaucher dans les pressings, mais il y a des tonnes de handicaps qui sont possibles. Et en plus, de temps en temps, il y a des aides, assez rarement, mais de temps en temps, il y a des aides. Et ça nous permet, en faisant les démarches, d'aller les voir, parce qu'il y a très peu d'entreprises qui font ces démarches-là, surtout des PME qui n'ont pas l'obligation d'avoir un nombre de personnes avec un handicap, qui sont aussi des gros pourvoyeurs. Et souvent, on a des gens formidables. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ce biais-là aussi. Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur ce sujet ou je passe la main à l'audience? C'est bon? Et bien dans ce cas-là, je vous propose de passer aux questions-réponses. Si vous en avez, c'est le moment. Victoire va se manifester. Voilà, elle est là-bas. Vous lui faites un petit signe si vous avez des questions. Vous avez été brillants, messieurs. Il n'y a même pas de questions. Oh, il n'y a aucune question, dis donc. Ouais, je pensais qu'il y aurait une question sur la fidélisation quand même, parce qu'une fois qu'une personne est là, même si elle adhère au projet d'entreprise, même s'il y a un bel outil de travail, même s'il a un plan de carrière qui peut être figé, et ben on est comme dans tous les métiers du monde, il faut aussi pouvoir mettre en valeur les collaborateurs. C'est de deux biais possibles. Évidemment, une récompense financière. Donc nous, on met des systèmes de primes trimestriels, mais avec des objectifs mensuels sur les ventes de produits, sur l'évolution du chiffre d'affaires, sur la qualité des avis Google, enfin sur tout ce qui est possible et imaginable. On a 7 ou 8 points de levier différents. Et ensuite, il faut faire des entretiens annuels. Il y a l'immense majorité des pressings en France, et ça c'est un vrai problème, qui ne font pas d'entretien annuel. Même dans les TPE, même quand on a un seul collaborateur, il faut faire un entretien annuel. C'est un moment privilégié entre le chef d'entreprise et son collaborateur. Ça prend 1 heure, ça prend 2 heures, ça peut faire 3 ou 4 heures, parce que finalement la personne a beaucoup de choses à dire. Et ça permet, dans un cadre un petit peu différent de celui de son poste de travail du quotidien, de faire un point, de répondre à des problèmes, d'identifier des problèmes qu'a le collaborateur qu'on n'avait pas forcément aperçu en amont. Et ça, il faut absolument le faire, et c'est très important. Oui, ça montre qu'il y a une réelle prise en considération, évidemment, du collaborateur. Il y a une question là-bas. Oui, bonjour, bonjour messieurs, bonjour madame. Vous avez développé l'idée le concept de marque employeur au niveau de vos entreprises ou de la demande d'une entreprise, mais est-ce que c'est un concept qui pourrait s'envisager à l'échelle de la filière en associant à la fois, parce que la problématique finalement d'emploi, elle se pose au niveau de la distribution, elle se pose au niveau de l'industrie, elle se pose même maintenant au niveau des bureaux d'études. Enfin, est-ce qu'une approche de filière aurait du sens pour vous ? Alors ça aurait un sens. Je ne peux pas vous répondre sur cette question-là parce que j'ai rempli ce matin mon bulletin d'adhésion à la Fédération française du pressing blanchisserie, donc je n'en faisais pas partie jusqu'à présent. Mais effectivement, ça ne peut pas se jouer au niveau individuel. Ce n'est pas un pressing indépendant qui va prendre un community manager pour ouvrir un compte TikTok, ouvrir un compte Instagram, etc. et publier des contenus toute la journée. Économiquement parlant, il n'y aura évidemment aucune réalité là-dessus. Donc il faut que ça se passe un peu au niveau de la filière. Pourquoi est-ce que notre filière a du mal à recruter ? Souvent, on prend comme exemple, mais pareil, la restauration a du mal à recruter. Et je dis, c'est absolument faux. La restauration, on n'a pas de mal à recruter. Il y a une partie de la restauration qui a du mal à recruter. Les restos étoilés,
Ils ont 1000 candidats pour un poste, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'ils ont 1000 candidats pour un poste? Parce qu'ils ont mis en place alors carrément là, des programmes de télé-réalité, des choses comme ça absolument fantastiques. Ils ont un savoir-faire qu'ils ont développé. Il y a des écoles qui sont très mises en avant et qui sont sponsorisées par les grands groupes. Et le petit restaurateur qui fait son mauvais plat du jour, etc., lui, il cherche un cuisinier. Il n'a pas un candidat. Alors que le mec qui a 2 étoiles à côté, il a 500 personnes qui veulent être commis chez lui, à peine payées, pour apprendre quelque chose, parce qu'il sait que derrière, il va pouvoir avoir une carrière, il va pouvoir s'en sortir, il va pouvoir réaliser ses rêves. Et on est dans un métier où malheureusement, depuis très longtemps, il n'y a personne qui a dit que c'était un beau métier et qu'on pouvait réaliser ses rêves. Et ça, effectivement, la fédération va avoir un rôle à jouer, mais vous allez pouvoir leur poser la question. Je suis sûr qu'Olivier va vous répondre avec passion et détermination. Mais c'est une excellente question. Et je pense qu'il y a un autre levier qu'il faut utiliser aujourd'hui, c'est les relations entreprise-école qu'on ne sollicite pas suffisamment. Aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup de difficultés, ça depuis de nombreuses années, à identifier les filières qui les intéressent. Donc il y a une vraie manne de jeunes à aller chercher pour entrer dans le milieu de la blanchisserie en allant expliquer dans les écoles ce qu'est le domaine de la blanchisserie, ce qu'on peut trouver comme métier dans le domaine de la blanchisserie. Comme Nicolas le signalait tout à l'heure, ce n'est pas une activité qui est sale, bien au contraire, c'est une activité qui est extrêmement technique, où on voit beaucoup de choses, avec beaucoup de métiers, que ce soit dans le développement du textile, que ce soit dans le traitement du textile. Il y a énormément de métiers, et je pense qu'il y a une action qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est aussi ces relations école-entreprise. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Très bien. Messieurs, autre chose à ajouter? Non, c'est bon pour je pense vous? qu'on a tout dit. Très bien. Bon, sachez que les échanges peuvent se poursuivre bien évidemment avec nos experts dans les allées sans aucun problème. Pour ceux qui sont timides, et j'en ai vu. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venus assister à cette deuxième table ronde. Et puis, eh bien, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 14h pour la troisième. Bon appétit à tous. Merci Sandra. Merci Sandra. Merci à vous.